Pour ce deuxième épisode de Franc-Parler, nous recevons Kevin Brooks. Il est docteur en sciences politiques et directeur de recherche du think tank Génération Libre. Aujourd'hui, nous évoquerons sa thèse sur le thème du néolibéralisme. Bonjour Kevin. Bonjour. Aujourd'hui, on t'accueille, on va parler de ta thèse. Et est-ce que tu peux nous expliquer le sujet de ta thèse ? Alors ici, il s'agit d'une thèse intitulée « Pourquoi n'est-ce pas arrivé ici ?» Sociologie de la circulation du néolibéralisme en France depuis les années 1970. Donc à peu près tout est dans le titre. En fait, cette thèse de sciences politiques vise à comprendre comment les idées néolibérales se sont diffusées depuis les années 1970 et pourquoi elles ont fait l'objet de plus de résistance que dans d'autres pays et qu'elles n'ont pas réussi à influencer durablement les politiques publiques. D'accord, et comment tu définis le néolibéralisme ? Alors, excellente question, parce qu'aujourd'hui, le néolibéralisme, c'est un terme qui est utilisé un petit peu à toutes les sauces, généralement à des fins militantes pour condamner des évolutions contemporaines. Donc, le problème du réchauffement climatique serait lié au néolibéralisme, le problème de la bureaucratie serait lié au néolibéralisme, enfin, etc., etc. Et contre cet usage militant, en fait, j'en viens aux racines du mot et aux origines. Donc je montre que dans sa terminologie française, ça a apparu dans les années 1930 et qu'à la base, il était utilisé par des intellectuels pour définir une nouvelle doctrine qui voulait se donner pour réhabiliter le libéralisme économique dans un contexte où il était remis en cause à peu près tous les côtés, puisque à l'époque, dans le débat public, on imputait au libéralisme économique la responsabilité de la crise de 1929 et de la montée des totalitarismes. Et le néolibéralisme, en fait, c'est ça a été notamment conceptualisé au colloque Lippmann en 1938. Le but, c'était de renouveler le libéralisme économique en rompant avec la pure doctrine du laisser-faire et de l'idée que l'État ne devait rien faire, qu'il y avait une sorte de marché qui allait s'autoréguler par lui-même. L'idée, c'était de dire que oui, on a besoin du marché, mais qu'il faut des cadres et assurer des règles institutionnelles qui permettent une véritable concurrence. C'est une transformation du libéralisme économique que cela désigne. Et ce que j'explique, c'est qu'à partir des années 50-60, on a notamment deux écoles qui deviennent assez populaires et qui diffusent leurs thèses, l'école de Chicago et l'école autrichienne, qui confèrent en fait un nouveau socle à la défense de l'économie de marché et du libéralisme avec des nouvelles théories. Et notamment, on commence à voir à l'époque des nouveaux problèmes subvenir, et notamment les problèmes des nouvelles interventions étatiques. Donc, contre les défaillances du marché qui étaient pointées à ceux qui critiquaient le libéralisme classique, les néolibéraux, notamment l'école de Chicago, l'école des choix publics et l'école autrichienne, pointent les défaillances de l'État. Donc c'est néo dans le sens que c'est un renouvellement, et c'est néo dans le sens que c'est une doctrine qui s'adapte à de nouvelles conditions économiques et sociales, en fait. D'accord. Donc en fait, on a créé ce mot, on l'a apporté parce qu'il y avait une critique du libéralisme existant, du libre-échange, de l'économie de marché qu'on pouvait connaître. Et ensuite, ce même néolibéralisme a été critiqué par la suite. Est-ce que c'est arrivé assez rapidement ? Tu parles des années 50. Est-ce que dès les années 50, on a eu cette critique du néolibéralisme, on l'a attaché à d'autres failles qu'il a pu apporter ? Ou bien est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu un âge d'or du néolibéralisme, puis ensuite ça s'est peu à peu délité ? Alors je montre qu'il y a trois phases dans l'emploi du mot néolibéralisme dans les ouvrages publiés en français. Des années 30 et 50, il désigne un libéralisme modéré d'inspiration principalement allemande, ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, qui a derrière notamment l'idée de construction européenne. C'est l'idée de dire que on ne peut pas laisser faire le marché tout seul, il faut des règles, c'est comme un jeu de cartes, ou comme on peut utiliser la métaphore du code de la route. Ouais. C'est-à-dire que le libéralisme radical, anti-État, considère qu'il n'y a pas besoin de règles. Les socialistes, les interventionnistes considèrent qu'il doit y avoir des règles très précises pour encadrer le sens de la circulation, où vont les voitures, et que les néolibéraux, finalement, ils considèrent qu'il doit y avoir uniquement des règles assez simples, qui sont les mêmes pour toutes, mais qui ne décident pas d'où vont les voitures, pour donner un peu une image. Donc cet usage-là, il domine des années 30 à 50. D'ailleurs, Milton Friedman, dans un article dans les années 1950, utilise le mot neoliberal pour désigner sa doctrine. On voit cette référence-là. Et on observe un glissement en France dans les années 1970, notamment quand on découvre totalement l'existence d'écoles de sciences économiques américaines
Et Henri Lepage, qui écrit Demain le capitalisme en 1978, utilise le mot néolibéralisme pour désigner tout ce renouvellement doctrinal qui est en cours. Donc, années 30 à 50, c'est ce néolibéralisme de première génération qui voulait trouver des solutions aux problèmes que posait le libéralisme classique, mais qui défendait quand même l'économie de marché. Des années 50-70, ça désigne un renouvellement théorique qui a lieu aux États-Unis. Et moi, ce que j'ai observé un petit peu dans la presse française, notamment au début des années 1980, notamment dans le monde diplomatique et les journaux plutôt orientés à gauche, c'est qu'on commence à associer ce mot néolibéralisme à Ronald Reagan et Margaret Thatcher et à leur expérience. On commence à l'utiliser de manière un peu péjorative et de manière un peu imprécise, en mêlant néolibéralisme à néoconservatisme, enfin... Et déjà la gauche commence à avoir ce réflexe de l'utiliser pour disqualifier en fait à ce qu'ils associent à une droite assez dure en fait. D'accord. Et après on est resté sur cette même vision ou bien est-ce qu'aujourd'hui... Tout à fait. Hein. Y a un article de Jacques Garello qui date du début des années 1980 où il utilise encore ce mot néolibéral pour qualifier tous ces Français, ces économistes qui essaient d'importer ces idées en France. Et très vite, en fait, même ces économistes, notamment les économistes de la Cité du Mont-Pèlerin, des gens comme Pascal Salin, etc., commencent complètement à ne plus utiliser ce mot, ils utilisent tout simplement le mot libéral. Parce que concomitamment, tous ces libéraux français redécouvrent des auteurs du 19e siècle, on redécouvre Bastiat, on redécouvre ces harmonies économiques qui avaient été oubliées pendant plus d'un siècle, on redécouvre Jean-Baptiste Say, on redécouvre aussi l'école de la physiocratie qui a influencé Adam Smith. Donc voilà, il y a cette redécouverte d'un patrimoine français du libéralisme. Et donc à partir de ce moment-là, les libéraux se qualifient eux-mêmes de libéraux et les adversaires les qualifient de néolibéraux en les associant à une sorte de pensée anglo-saxonne qui a trouvé son application dans trois figures d'ailleurs, Ronald Reagan, Margaret Thatcher et aussi l'expérience des Chicago Boys au Chili. On trouve beaucoup ça dans la presse, et du coup c'est pour ça qu'on retrouve des aberrations aujourd'hui comme ceux qui associent le néolibéralisme à l'autoritarisme et l'idée de dire que le libéralisme en fait c'est plus d'État mais au service de certains intérêts. Ça c'est c'est de la bouillie intellectuelle que nous servent des gens qui ont probablement jamais lu un seul livre de Friedrich Hayek ou de Milton Friedman, qui sont quand même deux théoriciens de cette pensée féconde. C'est peut-être faire aussi un parallèle avec un capitalisme de connivence, de faire cette confusion, de dire le néolibéralisme c'est au final du libéralisme mais qui est trop en lien avec certains pans de l'État, ou faire ce genre de parallèle, ou bien est-ce que c'est... Mais justement c'est ça qui est intéressant avec les doctrines néolibérales des années 60-70 dont je vous parlais, c'est que y a une critique, notamment dans la théorie des choix publics, de cette tendance pour les pouvoirs publics de vouloir intervenir dans l'économie et de vouloir manipuler l'économie à des fins politiques. Donc on a la théorie des cycles politico-économiques de Nordhaus qui montre que juste avant les élections, les hommes politiques augmentent les dépenses pour certains groupes afin d'assurer leur réélection, et que même si c'est inefficient d'un point de vue économique, parce que c'est contracyclique, ils le font à des fins politiques. On a la théorie de la capture de la rente qui nous montre très bien qu'il y a des professions, des petits groupes organisés qui font du lobbying auprès des acteurs politiques pour qu'ils mettent en place des réglementations qui protègent leur profession, qui défendent leurs intérêts au détriment de l'intérêt du plus grand nombre. Parce que donc vous voyez qu'il y a un ensemble de théories qui vient justement dénoncer ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme de connivence en fait. Mais bien souvent ceux qui utilisent le mot néolibéralisme ou qui le dénoncent n'ont pas fait ce travail de compréhension de plusieurs écoles qui constituent cette grande famille qu'est le néolibéralisme. Et simplement pour terminer sur cette question sémantique, j'ai l'impression aussi que le néolibéralisme est associé à un ultralibéralisme. On va faire cette confusion en disant ultra, néo, et justement en omettant juste le mot libéral seul. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Oui, il y a une tendance, je dirais depuis une vingtaine d'années, de certains historiens, des idées, philosophes, qui considèrent que toute la pensée libérale économique contemporaine du XXe siècle libéral est en rupture avec ce qu'ils considèrent être un bon libéralisme, qui serait un libéralisme politique. Et c'est pour ça qu'ils considèrent que c'est un libéralisme ultra, qui
correspond pas à l'ADN du libéralisme tel qu'il était défendu au XVIIIe siècle, etc. Donc c'est une thèse qui est défendue notamment par Catherine Audard, Monique Cantos-Perber, qui essaie d'opposer en fait ces libéralismes. Donc pour eux, l'ultralibéralisme, le néolibéralisme serait une sorte d'économicisme qui réduirait l'homme à sa seule vocation économique, alors que quand on regarde l'histoire de la pensée économique, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque on peut comparer en fait le libéralisme à une sorte de tronc d'arbre avec un socle commun. Et ce socle commun, c'est constitué par des penseurs comme Benjamin Constant, qui considérait qu'il fallait avoir de la liberté en tout, aussi bien pour s'exprimer que pour entreprendre, que pour s'organiser, s'associer politiquement. On retrouve la même chose aussi chez Alexis de Tocqueville. Donc finalement, les premiers penseurs, en tout cas du libéralisme moderne, ne séparaient pas en tranches en fait les aspects de la vie humaine, alors qu'aujourd'hui on a l'impression que pour certains universitaires il faudrait séparer ce qui serait un ultralibéralisme d'un libéralisme vertueux, alors qu'on peut dire qu'il y a une continuité. Depuis les années 80, on a quand même cette impression qu'on est dans une ère néolibérale. On dit, voilà, on est entré... voilà, il y a eu cette période dans les années 80 d'importance des idées libérales avec certaines figures politiques, certaines politiques publiques. Et voilà, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une ère néolibérale aujourd'hui? Est-ce qu'on y est entré dans les années 80? Est-ce que l'opinion publique a suivi voilà, cette ère? Comment tu l'as qualifié? C'est une excellente question, parce que dans la littérature sur le sujet, on parle souvent de tournant néolibéral dans les politiques publiques pour qualifier en gros les grandes évolutions dans les politiques qui ont été menées depuis les années 1980 en Europe. Et ma thèse propose une explication qui est alternative. C'est-à-dire que certes, il y a eu des politiques de libéralisation qui ont été menées. On pense notamment dans le domaine des marchés financiers. Donc sous François Mitterrand, les marchés financiers français sont ouverts, ont été déréglementés. On pense aussi à toutes les politiques de privatisation. Et on pense également à l'abandon des politiques du plan à la fin des années 1970, et l'effritement et l'effacement et ensuite l'abandon carrément d'un commissariat au plan. Donc effectivement, il y a certains aspects qui ont été libéralisés. De manière plus anecdotique, il est fou de penser qu'avant 1978, le prix de la baguette de pain était réglementé et que sous Raymond Barre, ça a changé. Donc je montre ces aspects effectivement dans ma thèse. Ce que je montre aussi, c'est qu'il y a d'autres politiques qui n'ont pas connu une évolution dans un sens néolibéral. Si on définit en tout cas les prescriptions néolibérales comme la confiance dans le marché pour coordonner les activités de la société, il y a plein de politiques qui ont été dans l'autre sens. Si on regarde par exemple les dépenses publiques, elles ont cessé d'augmenter en France. Dans d'autres pays, elles ont stagné ou baissé, dans d'autres, elles ont augmenté. Mais la France se caractérise notamment par son niveau de dépenses publiques, qui est en gros dans le top 3. Les dépenses sociales, particulièrement, ont augmenté. J'ai utilisé un indice de générosité de l'État-providence pour montrer que, globalement, ça n'a cessé d'augmenter. Pareil, la France se situe dans la moyenne de départ en 1974 et à en fin de cycle en 2012, on observe que c'est un des pays les plus généreux concernant son état-providence. Le nombre de fonctionnaires n'a cessé d'augmenter. Donc vous pouvez prendre pas mal d'indicateurs pour montrer quand même que s'il y avait eu un tournant néolibéral, on n'aurait pas assisté à cette augmentation en fait de tous ces indicateurs. Et au-delà de l'aspect purement quantitatif de ces indicateurs, si vous regardez par exemple le domaine des politiques sociales, depuis les années 1980, il y a une série de nouvelles couches qui ont été ajoutées et qui n'ont pas changé la logique du système finalement. Ouais. Donc oui, on peut penser aux retraites anticipées, on peut penser à différentes allocations, l'aide au logement, le RMI, ensuite qui s'est transformé en RSA, qui sont venus se rajouter. Si vous regardez bien, il y a toute une série de nouvelles politiques sociales qui sont venues se greffer au système qui est existant. Et surtout, ce qui s'est développé, c'est beaucoup d'aides à l'emploi qui n'existaient pas et qui sont multipliées. Les emplois jeunes notamment sous Jospin, etc. Donc il y a plein de petites, effectivement il n'y a pas eu de changement de régime ni d'un côté ni de l'autre, mais en tout cas il y a plein de nouveaux instruments de politique publique qui ont été élaborés et qui ne sont pas néolibéraux dans leur inspiration. D'accord, je comprends.
Donc oui, donc effectivement, on n'a pas eu vraiment, on n'est pas vraiment dans une ère néolibérale selon toi. Absolument pas. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a eu un incrémentalisme dans les politiques publiques. On a rajouté plein de petites mesures qui n'ont pas changé la logique du système, malgré quelques infléchissements dans un sens néolibéral. Mais ce qui frappe surtout, c'est que c'est le cas de la France par rapport aux autres pays européens. Ce qu'on observe par exemple en Suède ou en Allemagne et au Royaume-Uni, des infléchissements dans un sens néolibéral, c'est-à-dire moins de dépenses publiques. Euh, une ouverture plus grande des marchés, moins de réglementation. Et en France, c'était une tendance soit à la stagnation, à l'augmentation. Donc la France se caractérise pas mal pour cet aspect-là, et notamment au cours des années 1990, qui est la décennie où beaucoup de réformes ont été faites dans d'autres pays, alors qu'en France, elles n'ont pas été faites dans la même mesure. Et ça, c'est lié à quoi, tu penses? C'est voilà, les politiques qui étaient sur le devant de la scène ou les politiques publiques qui ont été mises en place? Alors, j'ai formulé plusieurs hypothèses, mais l'une des principales, c'est celle que, s'inspirant un peu la théorie du choix rationnel, c'est de dire que les hommes politiques, quand ils sont au pouvoir, leur but principal, c'est leur réélection. Et donc, pour se faire élire, ils prennent en compte évidemment l'opinion de la population sur certains enjeux. Et que sur les enjeux économiques et sociaux, si les hommes politiques français n'ont pas réformé, n'ont pas fait de révolution néolibérale, c'est parce que l'opinion des Français était hostile par rapport à tout ce qui a trait à augmenter la concurrence, déréglementer ou réformer l'État-providence. Alors pour tester cette hypothèse, j'ai utilisé plusieurs bases de données sur l'opinion publique des Européens, et notamment European Value Study. Et ce que j'ai fait, c'est une opération statistique pour voir s'il y avait une corrélation entre le niveau de soutien de l'opinion publique à des réformes néolibérales et la mise en place de ces réformes. Donc j'observe un lien au niveau européen. Donc j'observe parallèlement que le niveau de soutien de l'opinion publique au néolibéralisme est plus faible qu'ailleurs. Et je regarde pour la France cette corrélation en utilisant un instrument qui s'appelle le Mood, qui mesure à chaque année le degré d'adhésion des Français au libéralisme. Pour ça, j'utilise une base de données de Sciences Po Paris. Et je montre que, effectivement, les années où l'opinion soutenait davantage la pensée néolibérale, donc sur plusieurs dimensions, ce sont aussi par ailleurs des années où on observe qu'il y a eu des changements qui allaient dans le sens que préconiseraient des économistes néolibéraux, et je montre notamment que la courbe de l'opinion publique de 1974 à 2012 est en cloche. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un faible soutien pour cette idéologie, mais il est croissant, et le pic de cette adhésion au libéralisme, c'est précisément 1986. Donc précisément, d'ailleurs, où un gouvernement de droite qui se réclame de ces idées est élu. À l'époque, c'est l'UDF et le RPR, l'UDF avec différentes composantes, et on retrouve une composante qui s'appelait le Parti républicain à l'époque, et ces ministres qui sont au gouvernement à l'époque se réclament totalement de cette idéologie. Ils citent Hayek, ils s'en réclament. Alain Madelin, qui est ministre de l'Industrie, souhaite abolir son ministère, ou en tout cas couper dans les subventions qu'offrait son ministère aux industries. Donc vous voyez, il y a une corrélation de ce pic d'adhésion des Français au libéralisme et le fait que la droite met sur son programme des aspects d'ailleurs inspirés pas mal de réformes qui ont eu lieu aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc, et ce qui explique qu'après 1988, il n'y a plus vraiment de parti politique, ou en tout cas une droite qui assume son ADN libéral. C'est parce qu'il y a un déclin très fort de soutien à la fois au libéralisme sur sa dimension économique et le libéralisme sur sa dimension sociale, c'est-à-dire tout ce qui est politique sociale, après 1990. Ce déclin est plus fort qu'ailleurs, et ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder j'ai aussi mesuré le programme des partis politiques. On observe que dans le programme des partis politiques, il y a beaucoup moins de mesures néolibérales après cette période de 1990. Donc pour conclure, il y a un effet direct de l'opinion sur les politiques publiques, un effet indirect parce que les programmes des partis dépendent pas mal aussi du mood, du climat d'opinion du moment de l'élection. Et donc, comme pour réformer, il faut tenir un discours accompagnant ces réformes, il est certain que en 1986, la droite avait accompagné d'un discours néolibéral ces réformes. Bon, ils ont eu que 2 ans pour les faire, mais en tout cas, ça explique
ces moments de libéralisation, ces moments de non-libéralisation. Donc si l'opinion publique a une influence sur les politiciens et donc sur leurs partis politiques, ça veut dire que pour prôner des idées libérales, il ne faut pas passer par les partis politiques, il faut passer par l'opinion publique dans ce cas-là. C'est vrai que c'est une conclusion qu'on peut en tirer de manière indirecte. Hein. Là, pareil, un pan de la science politique disent effectivement les hommes politiques sont là avant tout pour se faire réélire. Ce qui n'exclut pas qu'on puisse trouver des hommes politiques qui sont mus par des principes et des valeurs. Hein. On en trouve vous verrez la dernière partie de ma thèse, je fais notamment la trajectoire politique d'Alain Madelin, qui est l'un d'entre eux, hein, qui a toute sa vie porté en tout cas à partir des années 70 les mêmes idées. Mais en règle générale, en tout cas, il y a un rapport assez utilitariste des hommes politiques aux idées. Et de manière plus qualitative, je me suis penché sur le cas de Jacques Chirac, qui est assez connu, mais je suis revenu dessus en regardant ses discours pour m'amuser un peu. Et effectivement, la relation de Jacques Chirac est comme une figure proéminente de la droite française de la deuxième moitié du XXe siècle. Il a changé 3-4 fois son rapport à l'économie de marché. Hein. À la fin des années 1970, il tient un discours, j'allais dire, proto-gaulliste, enfin gaulliste pur, où il considère que la participation c'est quelque chose de positif et que l'État doit avoir un rôle important. Ensuite, au début des années 1980, il fait même un voyage à Londres, il rencontre Margaret Thatcher en disant ça marche tout simplement. Et il déclare même en 1984 le libéralisme est une nécessité. Donc voilà. Et puis vous avez le Jacques Chirac qui est interrogé par Pierre Péan, je crois, à l'Élysée. Il dit il compare le libéralisme au communisme comme des idéologies qui peuvent être dangereuses. Donc vous voyez, un changement de discours qui correspond un peu au changement de mood. Et on peut dire la même chose de la popularité un peu de cette branche libérale qui s'est constituée au sein de l'UDF à la fin des années 1970, qui s'appelait le Parti républicain. Ils étaient tous promis à une belle carrière. C'était des jeunes à l'époque, des quadragénaires, et qu'on appelait la bande LAO. Et leur sort politique, pour des tas de raisons, mais notamment aussi parce que ces idées étaient moins populaires, dans les années 1990, l'histoire se finit pas comme elle était censée s'écrire. C'est-à-dire que très vite, la bande LAO explose, et il ne reste plus qu'Alain Madelin pour se présenter à l'élection présidentielle de 2002 avec le score qu'on sait, c'est-à-dire 3,9%. Et puis depuis 2002, il n'y a pas eu vraiment de figure politique libérale d'envergure qui essaie de les défendre dans l'espace public. D'accord. Donc en fait, il ne faut pas forcément passer par les partis politiques pour voilà, transmettre des idées, parce qu'on voit qu'elles sont influencées par l'opinion publique, elles sont influencées par beaucoup de facteurs. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'il y a d'autres manières de transmettre des idées, d'influencer l'opinion publique ? Oui, sans doute. Et d'ailleurs, c'est le modèle des think tanks anglo-saxons. Friedrich Hayek avait écrit un article en 1947 qui s'appelait Les intellectuels et le socialisme, qui considérait que pour changer durablement le train de l'histoire, notamment des politiques publiques, il faut avant tout changer l'opinion ce qu'il appelait les brocanteurs d'idées, c'est-à-dire les faiseurs d'opinion, qui changeront eux-mêmes l'opinion publique et qui permettront enfin de changer les choses sur le long terme. La classe des intellectuels. Donc, alors lui, il accorde une grande place aux intellectuels, mais effectivement, il est certain que soit les intellectuels, les journalistes ou les think tanks ont un rôle important pour changer aussi les préférences des électeurs, tout simplement. Et ce que j'essaie d'illustrer dans ma thèse, c'est qu'au début des années 1980, il y a un foisonnement de clubs inédits, de journalistes qui s'engagent pour le libéralisme, qui vulgarisent Ludwig von Mises. À l'époque, vous avez l'Institut économique de Paris, qui a une librairie en plein Paris, où vous trouvez tous les ouvrages imaginables uniquement sur le libéralisme classique. Enfin voilà, il y a une vaste entreprise intellectuelle de vulgarisation, d'explication de ce qu'est le libéralisme. En 1984, Friedrich Hayek vient faire une conférence à Paris, il reçoit la médaille des mains de Jacques Chirac. Enfin, vous voyez, et puis à l'époque, le Nouvel Observateur titre sur cette mode du libéralisme, mode journalistique et intellectuel, en disant la folie libérale. Donc à l'époque, Guy Sormand écrit ses ouvrages grand public, où il peut titrer La solution libérale. À l'époque, ça fait un carton. Donc, donc oui, pour répondre très simplement à votre question, ce n'est pas
en changeant, c'est pas par les partis politiques que vous changez le climat d'idées, c'est en changeant l'opinion publique. Et donc c'est ça le rôle de think tank, aujourd'hui comme Terra Nova à gauche ou Génération Libre justement pour incarner le libéralisme, c'est pour changer un peu ce climat intellectuel, ce climat d'idées, pour qu'ensuite les hommes politiques les intègrent ces préférences au moment où ils font leur programme et leur politique publique. Et simplement, voilà, pour terminer et pour boucler la boucle, dans le milieu des idées libérales aujourd'hui, est-ce qu'on parle de néolibéralisme? Est-ce qu'on se présente comme néolibéral? Alors non, absolument pas, c'est un terme qui est récusé, hein, et notamment le dernier président français de la Société du Mont Pèlerin, qui, si vous voulez, l'international libéral des intellectuels libéraux, le récuse en 2001, je crois. Il disait que le néolibéralisme c'était un épouvantail qui n'existait pas. Mais bon, c'est assez compliqué quand vous êtes... Je suis un peu en désaccord avec son affirmation, puisque le néolibéralisme a une existence historique. Et que quand a été fondée la Société du Mont Pèlerin, beaucoup de gens qui l'ont fondée se réclamaient à l'époque d'un néolibéralisme. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, pour clarifier les choses, mais aussi pour rappeler que le libéralisme a une pensée qui a une histoire, qui a une profondeur, je pense qu'on devrait parler principalement de libéralisme en expliquant que le libéralisme est un tout. On défend l'autonomie de l'individu dans toutes les sphères, que ce soit la sphère sociale, économique et politique. Alors que le néolibéralisme a cette connotation assez économique que je pense qu'il faudrait lui enlever. Donc pour répondre clairement à votre question, aujourd'hui les libéraux utilisent le terme libéralisme et devraient continuer à l'utiliser parce que c'est la doctrine qu'ils défendent. Ils font que réactualiser en fait les penseurs de la liberté du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, c'est-à-dire une partie de la philosophie des Lumières qui a permis de sortir d'une société de caste où l'individu n'avait pas sa place. Et je pense que ce combat a toujours son actualité malgré des améliorations dans ce sens. D'accord. Bah, merci beaucoup pour cette conclusion, pour cette précision. Et puis on a hâte de lire ta thèse. Avec plaisir.